Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen Co. Afen Co, la collégiale de la FEN. On en est au numéro 365 et on poursuit notre pèlerinage avec les associations qui sont actrices du monde de la formation professionnelle. Une association que l'on connaît depuis longtemps, depuis la création, où la FEN le soutient, je crois, de mémoire depuis 2018. Notre invité nous le confirmera. C'est EdTech France. Et donc, pour cela, ben, on a la chance d'avoir Clément Messelin, qui est vice-président d'EdTech France. Il va nous dire ce qu'il fait dedans et il va nous parler de toute cette association, de toute cette dynamique hyper importante de ce que fait EdTech France pour la formation, mais aussi pour la France dans le monde, dans ce domaine-là. Bonjour Clément, Clément Messelin. Bonjour Stéphane, merci de l'invitation. Donc en effet, je suis le cofondateur d'EdFlex et vice-président d'EdTech France en charge du corporate learning. Donc comme tu le disais très bien, EdTech France, c'est une association qui maintenant n'est plus vraiment une start-up puisqu'elle a été Sept créée ans. voilà, il y a 7 ans. Hmm, On peut se dire que ça fait un petit moment. Elle a connu différents boards et j'ai rejoint hmm, celui en cours il y a quelques mois et ça regroupe la EdTech française, si tu veux quelques chiffres. hmm. Aujourd'hui, plus de 500 adhérents, 500 startups. D'accord, Il y en a peut-être très bien. encore d'autres qui ne sont pas adhérents de cette asso, mais c'est la première association française regroupant les startups de la tech française et c'est aujourd'hui un peu plus d'1,5 milliard de chiffre d'affaires et on aime bien le dire Ouais, de cette très bien. manière en tenant ce chiffre qui est Hmm, hyper important parce que souvent on se dit que la EdTech française c'est un secteur où il y a beaucoup de petites startups hmm. et au final on voit que c'est un secteur qui emploie plus de 15 000 personnes avec 500 entreprises membres d'EdTech France, comme on le disait, mais surtout un chiffre d'affaires conséquent, proche de celui de la FinTech, toutes les Hmm. entreprises de la finance qui souvent parlent le plus. On est ravis, en tout cas, de pouvoir essayer d'accompagner au mieux au sein d'EdTech France toutes les startups qui essaient de travailler dans toutes les industries, puisqu'on adresse à la fois l'éducation scolaire, les enfants qui ont besoin d'être formés avec des belles solutions, mais aussi le monde professionnel avec les salariés d'entreprise ou les personnes en reconversion qui ont besoin de trouver un nouveau job ou de tout simplement rentrer sur le marché de l'emploi grâce à des solutions éducation et technologie. Et l'enseignement supérieur? Et l'enseignement supérieur, Oui, bien très bien. évidemment. Donc ça retrouve tout, J'ai tout. j'ai oublié ce qu'il y avait au milieu, mais bien évidemment, le monde scolaire et le monde du salariat, ou en tout cas le monde professionnel, il y a bien évidemment l'enseignement supérieur qui est un gros marché de la tech. Alors effectivement, ça c'est quelque chose qui permet aux startups de se réunir, de partager ensemble, peut-être d'aller ensemble aborder des marchés. Est-ce que des responsables de formation ont intérêt à venir vous voir? Ouais, des responsables de formation ont intérêt à venir nous voir, évidemment, et on en a de plus en plus qui le font. Donc, moi, j'ai rejoint notamment ce board chez Tech France pour essayer de développer les liens entre le monde de l'entreprise, les responsables formation et cette branche, comme tu l'as très bien appelé, corporate learning, et puis les startups qui parfois ont du mal à aller adresser, comme on Ouais, dit, ces responsables formation. Donc oui, ils ont intérêt à venir nous voir pour une simple et bonne raison, qui est que le rôle d'EdTech France est de faire du screening de startup EdTech. Donc, si on emploie des mots français, ouais, d'aller essayer de chercher les bonnes startups qui correspondent à des besoins très bien. identifiés au sein de services formation. Et typiquement, on a de plus en plus d'entreprises qui nous sollicitent parfois pour nous dire, tiens, on a besoin de découvrir quelles sont les pépites pour former nos salariés, pour accompagner le développement des talents, pour recruter. Et selon ce qu'on nous partage, l'équipe EdTech France, c'est aujourd'hui 3 salariés en permanent. Donc, il y D'accord. a Oriane, qui est la directrice générale, elle est accompagnée de Valentina et Geoffrey, qui sont 2 salariés de l'association, qu'on peut se payer parce qu'on a de plus en plus de Bien sûr. membres au sein de cette association, nous permettent de pouvoir répondre à toutes les demandes qu'il y a d'entreprises privées, de responsables formation qui voudront en savoir plus sur les pépites du Mm. moment. Est-ce que aussi vous faites de l'évangélisation, c'est-à-dire quelqu'un qui dit l'EdTech, je sais pas trop ce que c'est, les startups, ça me plaît bien, mais je sais pas trop comment aborder, les sensibiliser de façon à ce qu'ils aient une cartographie de quelque chose? Oui, tout à fait. On a une cartographie qui est disponible en ligne sur tout l'écosystème EdTech D'accord. France. Donc, on pourra aussi peut-être repartager en Mm. parallèle de l'enregistrement de cet épisode. Et puis, moi, ma volonté, hein, c'est de vraiment
j'ai été élu pour 2 ans sur cette partie corporate learning, de pouvoir proposer deux choses très concrètes. Très Un, bien. organiser ce qu'on a appelé la nuit du corporate learning. Donc, c'est un événement qui va avoir lieu organisé par EdTech France début septembre, qui est début septembre 2025, qui est un événement qu'on va essayer de ritualiser, si on Mm, peut le dire comme ça, tous les ans, où on va réunir des équipes formation de grands groupes qui seront invités à venir découvrir les grandes tendances, les pépites du moment et autres. Ça, c'est le premier élément pour en savoir plus sur cet écosystème qui peut parfois, pour être totalement honnête, et moi, je suis même le premier convaincu de ce que je vais te dire là, très complexe. Et j'imagine que c'est le ouais, cas aussi pour des responsables formation, encore plus avec l'arrivée oui, de l'IA. On mm, peut être complètement bouleversé en se disant c'est hyper compliqué de comprendre qui fait quoi, qui est partenaire à quoi, va me servir telle mm, solution. Donc, on est là pour aider. Cette ok. soirée sera là pour pouvoir enrichir tous ceux qui seront présents et on aura l'occasion aussi de la partager en replay puisqu'elle sera enregistrée. Ça, c'est le Mm, premier mm, événement. Et le deuxième événement qu'on organise, c'est des EdTech Day, comme on les appelle. Donc, très bien. désolé pour l'anglicisme, mais c'est la journée de la EdTech où on va venir dans les entreprises une fois tous les 6 mois avec une entreprise qu'on sélectionne ou une association avec qui on travaille, présenter des pépites EdTech sur une thématique en accord avec l'entreprise. Et cette entreprise va faire venir ses équipes formation. Et nous, on va s'occuper de faire venir les pépites qu'on aura été trouvées dans notre réseau. Et on aura fait ce travail de recherche qui est parfois difficile, comme je le Mm. disais, à faire par les responsables formation. Et donc, si un responsable de formation est intéressé, à la limite, par ces journées, la première journée, elle est gratuite, Ouais, tout est gratuit. Déjà, je tiens à le d'accord? Ah, dire. c'est important. On n'a pas de, on n'a pas de volonté de gagner de l'argent. On est une association euh, qui doit gagner de l'argent pour payer ses salariés et payer tout ce qu'on fait, mais c'est tout. Du coup, l'élément important à noter, en tout cas, c'est que on va organiser ça dans des entreprises Oui. et on réfléchit pour être totalement transparent, Mm, c'est-à-dire est-ce qu'on l'ouvre à d'autres responsables de formation d'autres entreprises. Donc, on ouais. verra. En tout cas, le but, c'est que ça soit dans le partage. Et bien évidemment, je pense que les premières entreprises qui nous accueilleront décideront d'ouvrir au maximum de Mm. personnes ce genre d'événement. Et c'est passionnant parce qu'en fait, vous faites le boulot, pour le dire clairement, mais derrière, ce sont des connaissances que les entreprises n'ont pas toujours, et ça permet de se frotter et donc de petit à petit de se construire une nouvelle culture. Donc ça, c'est bravo. Donc très très belle initiative pour tous les responsables de formation, des grosses et des petites structures, j'imagine aussi qu'ils ont leur place. Donc n'hésitez pas, en tout cas, on donnera tous les éléments en fin d'émission de façon à ce que vous puissiez suivre tout ça. Donc ça, c'est le premier point. Souvent, la grosse difficulté avec les tech et les startups, c'est que les startups sont des entreprises naissantes, c'est le principe du mot, hein, et ça veut dire que l'entreprise est une entreprise qui veut du sûr. Donc, il veut une startup qui a 10 ans d'ancienneté. Comment est-ce qu'on fait pour les rassurer, les Et grandes entreprises? ouais, c'est un très bon point. Et j'ai aussi connu ça avec Edflex, qui est mon autre Ouais. casquette. Mais Mm, bon, c'est pour ça que j'essaie d'aider des startups en ayant connu ça au sein des Tech France. Mais en gros, le, le sujet principal, c'est tout ce qui est sécurité, cybersécurité et autres. Donc les responsables de formation ont mm, cet enjeu. Et si certains nous écoutent, j'imagine que ils ont déjà eu la DSI, les services informatiques, tout ce qui va bien, qui leur a dit mm, attention, faut pas lancer tout et n'importe quoi. Donc le premier élément, nous, avec EdTech France, c'est d'aider à équiper, à former, à préparer ces startups qui sont parfois des startups de 5, 10, 15 mm, personnes, donc des mm. structures peu conséquentes et avec parfois pas trop de moyens sur ces sujets, de les aider à pouvoir répondre efficacement, professionnellement et avec toutes les garanties au grand groupe. Donc on met à disposition plein de choses chez Tech France, ça qui est top et encore une fois bravo à l'équipe de permanents qui travaille sur ça parce qu'on crée des partenariats avec des cabinets d'avocats, avec des cabinets Mm. qui travaillent pour aider côté IT, côté technique, les startups. Et donc, on crée des partenariats. Et typiquement, là, on discute en ce moment avec Mistral. Et Mm. Mistral, qui est la solution concurrente de ChatGPT, si certains ne connaissent pas, c'est le Français. ChatGPT français, voilà, si on peut le dire comme ça. Et bah, typiquement, c'est pouvoir se dire comment Mistral et les solutions d'IA proposées par Mistral vont être possiblement intégrées dans des solutions EdTech françaises grâce à EdTech France qui va connecter tout ça. On est vraiment là pour connecter Mm. l'écosystème et aider ces petites entreprises qui parfois ont juste besoin
de rassurer ces grands groupes sur certains aspects. Et moi, je dis de cocher des cases Mm. pour après être déployé et pouvoir signer des premiers contrats avec des grandes entreprises. Donc, EdTech France, c'est vraiment là aussi pour aider les responsables formation qui peuvent aussi se poser parfois des questions. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. On est là aussi pour rassurer ou pas. Et ça Bien peut sûr. être ou pas. Et avertir les dangers, absolument. Alors, quand Ouais. on parlait de Mistral, forcément, Mistral vient de s'implanter sur Marseille. Donc, ça veut dire que EdTech France est positionné sur toute la France. Évidemment, on n'est surtout pas une association qui est parisienne. D'ailleurs, on a aujourd'hui, quand on regarde des succursales, si on peut les appeler comme ça, qui sont créées un petit peu partout. On a EdTech Grand Ouest Mm. qui s'est lancé, on a EdTech Lyon, alors qui sont des initiatives parfois différentes d'EdTech France, mais Mm. l'objectif, c'est de se dire qu'on va, nous, avec EdTech France, regrouper sur l'ensemble du territoire tous ceux qui ont des solutions à vocation éducative et avec de la technologie à l'intérieur. Donc, que vous soyez, si certains même nous écoutent et ne sont pas côté entreprise, mais plutôt côté tech, Mm. voilà, que vous soyez en Corrèze, dans le nord de la France, à Paris, dans l'est, dans l'ouest, vous pouvez bien évidemment rejoindre l'association et on essaie d'être au maximum connecté avec toute la France. Exactement. Donc, et nos territoires EdTech ont du talent. Donc, n'hésitez pas à aller voir ceux qui sont proches de chez vous parce que c'est intéressant, parce que c'est des acteurs qui sont dynamiques et il y a un relais national. Donc, ce ne sont pas des gens esselés. C'est vraiment une dynamique collective, une intelligence collective, comme on dit en cela. EdTech France, on sort un peu des frontières de la France, en Europe, dans le monde. On essaye, alors forcément on est très made in France, et quand on est made in Ouais. France, on est made in Europe. En tout cas, dans cette association, on essaie de promouvoir l'Europe dans sa globalité. Il y a des super solutions éducatives globalement en Europe. La France est un des premiers pays, voire le premier pays, dans lequel il y a le plus d'innovation, là où il y a le plus de chiffre d'affaires, il y a le plus de potentiel. Encore une fois, le sujet de la France, c'est d'arriver à allier les solutions de qualité qu'on a pour en créer demain des champions en Mm. France et des champions en Europe. Et on pense Europe et on essaie d'organiser pour nos EdTech pas mal de choses avec des pays européens, mais aussi en allant plus loin que nos frontières européennes et en allant au Canada, en allant aux Exactement. États-Unis, en allant, on avait organisé une mission à Dubaï au moment de l'Expo universelle, en allant un peu partout dans le monde montrer le savoir-faire français. Et surtout, nous, notre ambition, c'est vraiment de créer des champions européens pour concurrencer, comme moi je le dis, des mastodontes américains et asiatiques, parce que dans le monde de l'éducation en ligne et de la formation professionnelle en ligne, aujourd'hui, les vrais leaders sont américains, Mm. sont asiatiques, Mm. et à nous, un peu comme dans le monde de la batterie électrique pour les voitures, de créer des champions qui vont demain influencer plus loin que l'Europe, peut-être des entreprises partout dans le monde. Et c'est vraiment Exactement. Ainsi que les Indiens qui font de très très belles choses. Mais alors, exactement. comment t'expliques qu'en France, on dépense en formation professionnelle 55 milliards par an et finalement, on n'a pas de licorne? Bah, justement, c'est exactement ce que je te disais, c'est que c'est Hmm. très fragmenté comme marché. Ouais. Et c'est ce qu'on observe chez Tech France, et je pense que je suis pas le seul à le partager au sein de Tech France et globalement, c'est qu'en fait, on a, que ce soit même dans les organismes de formation, on a des dizaines Ouais. de milliers d'organismes de formation, et tant mieux, ça crée de la diversité, ça crée de la concurrence et autres. 120 000 qui sont déclarés. Ok, bah tu vois, Hmm. 120 000, j'avais pas Hmm. le chiffre exact, mais c'est Hmm. énorme. Enfin, Hmm. c'est énorme. Exactement. C'est à la fois super Ouais. et à la fois, on peut se dire, mais pourquoi il n'y a pas des gros leaders qui se démarquent? Il y en a forcément, Hmm. mais c'est la même chose dans le monde de la tech. Et en Hmm. fait, on a énormément, et c'est vrai que je te citais le chiffre de, on fait 1,5 milliard de Hmm. chiffre d'affaires dans la tech, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est juste qu'on n'a pas deux, trois grandes stars de la tech qui sont hyper puissantes, ou qui pourraient impacter globalement, et on a tout cet enjeu de consolidation pour arrêter de travailler parfois trop en silo, mais bien travailler en alliance. Et c'est aussi une des missions que moi je mène au sein des Tech France, c'est de se dire, OK, comment, et avec le board, comment on va réussir à faire en sorte que des boîtes s'allient Ouais. et s'allient aussi avec des fois des entreprises d'autres industries qui vont être des leaders de demain, comme Mistral dont je te parlais, Hmm. où on essaie de faire venir Mistral pour dire à nos startups et tech, ne développez pas vous-même des systèmes, allons s'appuyer sur Mistral et Hmm. allons créer des champions ensemble. Exactement. Et c'est comme ça que finalement, un petit peut prendre une place et d'avoir l'économie d'échelle en France dans un premier temps, parce qu'il y a suffisamment. Le marché est très important, 55 milliards, et c'est sans parler de ce que tu disais, Clément, c'est sans parler à la fois de l'enseignement supérieur et l'éducation nationale, qui ne sont pas Exactement. structurées pareil, mais ça fait des économies d'échelle conséquentes. Donc il y a des choses à faire en la matière, et bon, bravo.
de ce que vous faites parce que c'est pas parce qu'on est petit que derrière il n'y a pas une vraie ambition. Et ça, je trouve que c'est dans ce que tu dis, c'est ce que tu apportes comme couleur à EdTech France. Donc bravo dans cette démarche-là. Alors justement, quand tu as sur l'innovation, les entreprises sont un peu larguées parce que chaque année quasiment, il y a une nouvelle innovation. Il y avait les Meta qui s'est lancé, donc il fallait se mettre au casque de VR. Après, on s'est dit, il y a l'IA qui apparaît, l'IA se réinvente tout le temps. Donc ça veut dire qu'au départ, c'est ChatGPT, ça c'est bien, c'est pratique pour un décideur. Et puis Perplexity, DeepSpeak, etc. Donc ça veut dire on est complètement largué. Donc, par quoi par quelle technologie on doit investir l'innovation? Alors, c'est une vaste question. Et en effet, je te rejoins totalement. Et il y a 2 ans, en plus, l'IA était la nouvelle innovation. Pendant des Hein. années, on parlait d'organisation apprenante. Mm, On a parlé encore avant ça est-ce que le e-learning va remplacer complètement le distanciel au Covid? Et en fait, on voit que tous les 2, 3 ans, on a les grandes tendances. mm, Alors, il faut les suivre, mais il faut pas s'engouffrer dedans, j'ai envie de dire. Il faut quand même regarder. Et nous, on parle avec beaucoup d'entreprises, que ce soit chez Edflex ou chez EdTech France. Et ce qu'on observe, c'est que il y a quand même aujourd'hui une prise de recul qui s'opère là en 2025 en se disant, OK, il y a eu le Covid, il y a eu l'IA, on a mm, acheté, on a testé plein de choses. Maintenant, on va plutôt analyser, regarder. En plus, il y a quand même les directions générales de toutes les boîtes ou presque qui disent on rationalise, que ce soit les coûts, mais aussi les outils, parce que les salariés peuvent ne rien comprendre. Et donc, le mm, premier bon chemin, selon moi, pour innover, pour se dire on va faire quelque chose d'intelligent, c'est de prendre le temps et je refais le parallèle avec la Tech Day qu'on a imaginé mm, chez Tech France. Nous, on a des entreprises et je vais la citer parce que je les connais assez bien, c'est le groupe AXA. On a des entreprises qui organisent justement des journées de l'innovation comme ça. C'est une matinée ou une après-midi. Quand je dis on a des entreprises, c'est des entreprises qu'on connaît, mm, qui font ça sans EdTech France, sans mm, EdFlex. mm, mm, Je relais juste ce que j'entends qui, je trouve, fonctionne bien et qui, une fois tous les 6 mois, réunissent des startups sur une thématique en se disant, OK, on veut voir, là, c'est ce qu'ils vont faire en fin d'année, toutes les boîtes, toutes les entreprises qui, en France, innovent et ont mis de l'IA dans leurs produits et poussent du contenu de formation. Ça, mm, c'est ce que fait AXA en fin d'année. Et il y a 1 an, ils voulaient plutôt changer de LMS, changer d'outil de mm, formation pour accéder au contenu plutôt interne. Et ils avaient sollicité des LXP, des LMS. Alors tu mm. m'arrêtes si je sors trop d'acronymes, mais Non, non, mais alors ce sont des plateformes LMS qui sont soit classiques, soit effectivement des learner experience. exactement. Et donc, c'est très intéressant d'ailleurs que sur les LLM, enfin sur des plateformes, merci. Ça veut dire qu'en fait, ça change de nature. C'est-à-dire la plateforme qui est souvent très structurante dans la formation, là, finalement, au lieu de pousser que du contenu, finalement, s'interroge aussi sur les usages. Est-ce que Exactement. c'est quelque chose que tu as remarqué, ça? Ouais, ouais, c'est quelque chose qu'on a remarqué. Et il y a eu le LMS et il y a le LXP. Encore une fois, au-delà de l'acronyme et Mm, de l'aspect très technique de ce qu'on raconte là, c'est le LXP a rajouté le X mm. et notamment le X pour expérience et dit que on va créer une meilleure expérience d'apprentissage dans sa globalité. Et bref, pour revenir à l'exemple, Concrètement, pour tous ceux qui... Ça veut dire quoi, une meilleure expérience? meilleure expérience, c'est-à-dire en vision utilisateur, quand je me connecte sur la plateforme d'entrée vers de la formation en ligne, je vais avoir quelque chose qui est, mieux connecté avec tout ce qu'il y a derrière, que ce soit des contenus internes, que ce soit des catalogues sur étagère, que ce soit des modules que j'ai achetés, que j'ai développés. Et C'est-à-dire qu'on ne se perd pas dans l'architecture ou dans le fait de dire j'ai une demande, mais je ne sais pas trop de trouver ce que je cherche. exactement. Hein. Et en fait, l'objectif, c'est de pouvoir non pas se dire je vais cliquer sur un lien et être redirigé, j'arrive sur une plateforme, c'est que tout soit vraiment unifié dans l'expérience. Donc c'est ça la différence. Et pour vous en dire un peu plus sur une solution française qui marche bien, si vous demandez ce que peut être Mm, un LXP, on a Billink, Sifadis mm, Billink, qui est une belle mm, boîte mm. française qui marche très bien et qui se développe dans les grandes entreprises. Et pour revenir à comment on traite l'innovation, par quoi on démarre et autres, Stéphane, moi je pense que justement ces journées-là, c'est un exemple très bien Mm, et intelligent pour se dire plutôt que de tester plein de choses, mm, d'être perdu parce que je tape sur Google et au mm. final, ce que je veux avoir Oui. en premier, c'est ce qui est le mieux référencé, le plus connu ou ce qu'on payait, et de se dire, tiens, je vais aller
lancer et organiser avec mes équipes une matinée où on va se réunir pendant 3-4 heures, on va se faire une grille d'évaluation et puis on va recevoir des boîtes. On va peut-être pas les acheter, mais on va au moins regarder ce qu'elles font. Puis le gros avantage, c'est qu'il y a des professionnels qui l'ont organisé. Donc, ça veut dire que c'est du clé en main. C'est qu'on y va et tout est fait. On met les chaussons et on apprend tout seul. C'est un peu Ouais. moche, mais c'est efficace. Et donc, c'est optimiser son temps. Et ça, c'est important. Justement, alors, on parlait de l'IA. Qu'est-ce que l'IA va changer de la formation? Ce qui est une vraie question qu'on retrouve. Beaucoup d'entreprises se disent, je sais qu'il faut y aller, tout le monde le dit, ça doit être vrai. Mais qu'est-ce que ça va changer pour que moi, je puisse m'organiser? Ouais, moi, je pense que ça va changer deux choses. La première chose que ça va changer, c'est le métier que ça va transformer, c'est le métier de concepteur pédagogique. Euh, il y a des IA, des entreprises. Je vais en citer une qui cartonne, je trouve, pour avoir testé leurs produits, c'est EdTake. Alors, c'est pas EdTech, c'est EdTake, EDTAKE. D'accord. Euh, en anglais, je précise que Mhm. je leur ai déjà dit que le nom était proche de EdTech France, mais c'est une super solution que je vous Mhm. invite à aller découvrir. Ouais, Je sais très pas bien. chez eux. Mhm. Mais en fait, typiquement, eux, ils ont créé une plateforme qui permet de lancer alors un prompt, en tout cas dire je veux lancer une formation Ok. sur du management et je vais envoyer ces premières lignes à l'écrit en prompt, comme on dit, Mhm. à EdTake, l'outil, qui va me sortir un synopsis en fonction de ce que je veux délivrer en termes de formation et qui va après me générer des activités pédagogiques. Je vais pouvoir générer des quiz. Alors bien évidemment, je l'alimente au fur et à mesure. Là, je le raccourcis volontairement, mais vous pourrez Mhm. tester si vous intéresse l'outil. Mais je vais pouvoir créer des modules pédagogiques, je vais pouvoir créer des quiz, je vais pouvoir créer de l'interaction. Mhm. Et là, ils sont même en train de créer des avatars et on va faire des modules e-learning avec cet outil demain. Et Ouais. l'IA permet d'aller beaucoup plus vite là où on a connu le temps où bah, on avait des personnes qui créaient des modules e-learning, que ce soit en interne ou en freelance ou en externe complet. Et là, ça va permettre d'aller beaucoup plus vite. Alors, ça va faire disparaître des métiers, ça va en transformer d'autres et ça va en créer de nouveaux, ça c'est sûr et certain. Alors, les ingénieurs pédagogiques, finalement, c'est fini? Bah non, je pense pas. Je pense qu'ils vont être aidés. Et moi, je suis convaincu que Mhm. et il n'y a pas de bullshit comme on dit quand je dis ça. Vraiment, j'insiste. Mhm. Je suis convaincu que ça va juste changer le métier et que Ouais. l'ingénieur pédagogique, il aura toujours besoin d'être là pour guider au mieux l'intelligence artificielle parce qu'on voit, si certains qui nous écoutent ont testé, que l'intelligence artificielle, c'est super, ça peut faire gagner du temps. Déjà, il faut s'y Mhm. former pour bien la maîtriser, mais surtout, elle a encore certaines limites hein, et ça Mhm. restera. Et peut-être encore pour quelques années, ça pourra changer, mais ça restera un aspect très robotique, très, très peu humain au final dans l'approche quand on analyse Mhm. bien, mais ça peut se rapprocher de plus en plus de notre pensée à nous êtres humains. Mais en tout cas, ça va changer clairement Mhm. le métier de l'ingénieur pédagogique et du concepteur de modules. Le concepteur de Ouais. modules Mhm. e-learning va se voir, enfin, ça va évoluer avec les outils qui existent. Et le deuxième élément que ça change, c'est tout ce qui est autour de l'adaptive learning. Et Mhm. moi, ça fait 10 ans aujourd'hui que je travaille dans le monde de la formation et du e-learning en particulier avec Edflex. Et en fait, pendant des années, on nous a dit, il nous faut de l'adaptive learning, il faut que, en fonction de ce que j'ai consommé ou de mon profil, on me pousse le bon contenu. Et bah, clairement, ça n'a jamais vraiment marché. Je pense que Mhm. tout le Mhm. sait, ça marchait plus ou moins bien, c'était beaucoup de marketing. Et moi, j'en étais le premier convaincu. Et là, l'IA, c'est plus que du marketing. On a des algorithmes ultra puissants qui Mhm. ont été beaucoup plus vite que des armées de développeurs qui essayaient de faire tourner le système. Ouais. Et aujourd'hui, ouais, si on met les bonnes data, les bons contenus et qu'en face, on y met les bonnes compétences et un profil, on Mhm. est capable de faire tourner un système qui va pousser et qui va faire se rencontrer les bonnes ressources. Et c'est sûr et certain, c'est déjà vu et ça va s'amplifier parce Mhm. que les outils, comme on le disait tout à l'heure, les LMS, les points Mhm. d'entrée vers la formation vont s'équiper ou sont déjà équipés de ce type d'intelligence artificielle qui promeut l'adaptive learning et du coup de la formation très personnalisée dans ce qu'on propose. Exactement. Alors, il y en a qui se disent, depuis que ChatGPT a lancé la voix l'année dernière, c'est le fait de se dire, ben, finalement, il y a la voix, on peut faire 24 heures sur 24, on peut faire de la connaissance, lui poser des questions, s'entraîner avec lui. Finalement, est-ce que c'est pas le meilleur formateur du monde? C'est pas mal, franchement, c'est pas le meilleur formateur du monde, mais c'est pas mal parce que moi je le teste beaucoup avec la Ouais, voix et j'avoue que c'est, pour ceux qui l'ont jamais c'est testé, chouette, hein. je vous incite à Mm, le faire. C'est incroyable. mm, C'est-à-dire qu'on mm, lui parle, il nous répond en temps mm, réel, plus rapidement qu'un humain aurait mm, réfléchi à ce mm, qu'il allait répondre à un autre humain. Et c'est un peu, ça peut même faire peur, hein. Enfin, mm, mm, voilà, il répond à tout, il est imbattable, et voilà. Et en tout cas, ouais, ça peut être un super
coach, le meilleur formateur du monde, je sais Mhm. pas. Et pour tout le monde de la formation, je sais pas si c'est Ah la ouais, vie. c'est ça. L'inquiétude qui est derrière, c'est que si finalement on voit sur le coaching, il y en a qui me disent que déjà avec ChatGPT, en lui posant la question verbalement, donc même sans être à l'aise avec le prompt, c'est ça qui est intéressant. La machine, si on a un peu d'historique, ça fonctionne. Ben, on lui dit, j'ai un problème, coach-moi. Et note-moi, donne-moi des points de progrès, etc. Et puis après, je lui présente le problème et il me pose des questions. Et donc, ça veut dire qu'en fait, tous les coachs, bah, finalement, on n'a plus besoin. Et les formateurs se posent la même question en disant, bah, si la machine le fait, pourquoi moi, je reste dans la boîte et pourquoi la boîte va me garder? Et c'est cette inquiétude qui fait l'acceptabilité aussi métier. Oui, bien sûr, et je suis complètement. Donc, tu penses qu'ils sont finis, les formateurs? Non, je pense pas. Je pense Bon, pas. Mais par contre, il y a un vrai questionnement, et je n'ai pas la réponse, mais sur le fait que aujourd'hui, en effet, ChatGPT, si tu lui poses la question, et moi je vais te prendre l'exemple, non pas du coach ou du formateur sur une situation donnée, mais sur les cours d'anglais. Euh, Moi, je me ouais. forme en anglais. Aujourd'hui, je lui parle et je lui dis, tiens, j'ai besoin de progresser sur ça. Qu'est-ce que tu penses de ce que je vais dire ici? Ou est-ce que tu peux m'aider à traduire telle chose? Et vraiment, j'ai remplacé mes cours d'anglais que j'avais en présentiel avec un coach par ChatGPT et ça marche vraiment. Donc, Ouais. ça questionne. Alors, attention, ça ne veut pas dire que, encore une fois, tout le monde va se mettre à cet usage et c'est peut-être ça le plus important. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, comme tu le disais, l'acceptabilité. Un, des équipes qui vont potentiellement être en danger avec ce type d'intelligence artificielle, mais aussi de ceux qui se font coacher, former. Tout le monde n'a pas envie d'être coaché par une IA. Les gens et encore une fois, pour moi, c'est un peu comme le e-learning quand il est arrivé, où potentiellement tout s'est accéléré. Et puis juste après le Covid, tout le monde se dit c'est bon, c'est terminé, la formation présentielle, de toute façon, c'est mort. On ne fera plus que 10% de formation présentielle, et puis tout le reste, on va le faire en digital. On voit certaines limites. On n'écoute rien à distance, on apprend peut-être pas aussi bien, les gens veulent du lien social. Et au final, nous, on a beaucoup de boîtes qui nous disent on arrête un peu le digital learning parce que nos salariés n'aiment pas. Donc, je pense qu'il y a aussi l'humain et le client final qui va acheter ce type de solution qui est bah, le collaborateur d'une entreprise ou une autre personne qui va peut-être pas aimer ça tout simplement et qui fera que peut-être qu'en 2100 ou en 2200 ça changera pour des nouvelles générations, mais sur nos générations à nous, ça ne changera pas radicalement comme ça du jour au lendemain. Autrement dit, il y a un gros travail de réorganisation de la pédagogie présentielle et numérique. Exactement. Ouais. Et en fait, le sujet, c'est plutôt de se dire, et moi, c'est une conviction que j'ai depuis qu'on s'est lancé avec Edflex notamment. En fait, aujourd'hui, on apprend tous différemment et on en est convaincu, je pense, quand on est dans le monde de la formation, mais il faut pouvoir proposer des formats différents. Moi, j'adore écouter des podcasts pour apprendre, euh, vraiment, et j'apprends tout à travers des podcasts que j'écoute au quotidien. Et bah, j'aime pas trop lire, j'ai jamais lu un bouquin en entier, vraiment. Et d'autres vont dire, mais en fait, non, moi, les podcasts, j'aime pas du tout. Et donc, en fait, il faut adapter tous les plans de formation pour se dire que bah, certaines, peut-être jeunes générations, alors c'est un peu un cliché, mais vont apprendre qu'avec l'IA demain parce que bah, elles Ouais. ont fait ça depuis le collège et puis elles diront ah, c'est nul d'aller se déplacer pendant 2 heures pour aller faire une formation présentielle. Moi, je vais apprendre avec l'IA, mais ce sera pas toute la population. Et donc, encore une fois, je pense que c'est justement cet aspect multimodal qui va être la clé des bons dispositifs pédagogiques. Et je pense que j'apprends rien à ceux qui nous écoutent en disant ça, mais c'est encore le cas dans plein d'entreprises. Enfin, c'est pas encore le cas dans plein d'entreprises et on retrouve beaucoup de services formation qui ont juste des modules learning, juste de la vidéo ou juste du présentiel, en tout cas une grande partie présentielle, vraiment. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas on fait du présentiel comme avant et du numérique en innovation, mais c'est les deux qui changent parce que même le présentiel change. C'est-à-dire sur les pratiques, sur le fait de dire les gens veulent de la proximité, veulent des entreprises apprenantes, de la pédagogie. Donc, il y a une vraie façon de réinventer la formation en mixant tout ça et chaque entreprise a la chance de pouvoir co-construire. C'est-à-dire, comme tous les modules sont émiettés, ben, ils refont leur pédagogie là-dessus. Ouais, exact. D'où le fait de revenir au Day qui était proposé parce que EdTech Day, parce que ça permet justement bah, de se dire, je sais une catégorie de tout ce qu'on propose, et puis après, je réassemble à ma façon, avec ce que j'ai aimé, ce que j'ai compris, et comment moi, je fais pédagogie. C'est-à-dire, c'est pas une somme de tout, mais finalement, je sais que je leur raconte une histoire, et je les amène quelque part, suivant les référentiels que vous avez choisis. C'est tout à fait ça. Et du coup, ça va être tout l'enjeu d'arriver à faire des bons temps présentiels et de mettre plein de choses autour en termes de Et modalités. si tu es un responsable de formation qui a jamais fait de numérique plus que ça, sauf pendant le Covid, et qui se dit j'aimerais bien me lancer dans non pas des combats d'arrière-garde du numérique, MOOC, etc., en se disant il y a des formats qui existent, mais j'aimerais bien des formats qui soient réinventés,
quitte à ce que le MOOC soit inventé, hein, au demeurant. Mais ça veut dire qu'ils y connaissaient rien, par quoi je démarre? Moi, je pense que l'avenir, c'est les role-play. Et si ça vous parle pas, je vais Ouais. expliquer ce que c'est. Les role-play avec l'IA, l'intelligence artificielle, sont des simulations interactives, si on le traduit en français. Et en fait, aujourd'hui, moi, je suis allé au Learning Technology à Londres et non Mm, pas à Paris. Ou à Paris, je sais qu'il y a beaucoup de ceux qui nous écoutent qui doivent aller régulièrement à la porte de Versailles. En tout cas, c'est un super salon. mm, À Londres, c'était complètement différent cette année. Il y avait beaucoup de boîtes qui s'était créé sur des simulations interactives et même des boîtes qui ont créé que ça. Et en fait, j'ai une librairie, non pas de module e-learning, mais j'ai une librairie de roleplay où en fait, on a créé des simulations, on a entraîné des IA sur des situations en particulier. d'accord. Et donc, bah, c'est des concepteurs pédagogiques. Et nous, chez Flex, du coup, on s'en est inspiré, on a développé Ouais. nos propres roleplay et c'est notre équipe de 6 ingénieurs pédagogiques qui a créé ça sur toutes les thématiques qu'on a données à cette équipe pédagogique. Mais typiquement, un cas très concret de roleplay, c'est un collaborateur que j'ai dans mon équipe, je suis manager, un commercial qui performe pas, qui n'est pas aux objectifs, qui est démotivé, que je dois remotiver, à qui je dois dire que bah voilà, il va falloir y aller pour atteindre ses objectifs, sinon ça peut le mettre en danger sur son job. Et pour autant, bah, lui, il est vraiment, comme je disais, très démotivé. Donc, bah, on part de loin. Et donc, il y a une situation managériale à prendre en possession. Et donc, du coup, quand je vais jouer ce roleplay, je vais jouer avec une intelligence artificielle qui joue le rôle que je viens de citer. Mm, Et moi, je vais devoir réussir à lui répondre et que ce soit par l'écrit ou par l'aspect vocal, je vais devoir arriver à résoudre la situation et à la fin, on va m'évaluer. Et c'est mm, l'IA qui va m'évaluer. Mais donc, tout ça, pour répondre à ta question, c'est des nouvelles façons de créer des modules pédagogiques, en quelque mm, sorte, mm. un nouveau format comme le MOOC quand il s'est Ouais, lancé, exactement. qui est aujourd'hui un peu ancien, mais il y a 10 ans, où bah, il y a des personnes qui sont spécialisées sur ça et qui se Mm, sont dit, c'est génial, moi je vais me spécialiser dans la création de MOOC qui soit mm, ouvert à tous ou dans mon entreprise pour former avec ce qu'on appelait des cooks, je crois, à l'époque, des ouais. SPOC. Mm, mm, mm. Exactement, c'est ça. Et voilà. Il faut toujours des acronymes, ça fait sérieux. Ouais, Hein. ouais, il y en a un paquet. Exactement. Alors, et qu'est-ce que, justement, ce qui est très intéressant dans ce que tu présentes, c'est que demain, et d'ores et déjà on peut le faire, quelqu'un qui est formé à la gestion de l'IA peut très bien se programmer des modules en se disant, ben voilà, j'aimerais travailler là-dessus, j'aimerais que tu m'évalues, j'aimerais que tu fasses une simulation, il suffit de le demander, il faut avoir un peu de base sur les prompts, donc il faut être formé. Et finalement, est-ce que c'est pas la formation le système de formation qui perd la main au profit des apprenants eux-mêmes? Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène comme ça d'horizontalisation où les apprenants reprennent la main sur la production? Potentiellement, oui, c'est une bonne question et j'ai pas la réponse. Mm. Parce que Là. souvent, ce qu'on voit dans les entreprises qui sont plus lentes, mais parce qu'elles ont d'autres responsabilités, c'est que quand on voit par exemple ChatGPT, ce ne sont pas les entreprises qui sont appropriées, ce sont les gens qui se sont jetés dessus. Donc, ce sont les collaborateurs dans les entreprises. Après, ce sont les particuliers aussi. Mais ça veut dire qu'en fait, c'est venu par la base. Et les entreprises se sont mis à courir parce qu'elles voyaient bien que leurs collaborateurs avaient ChatGPT. Et quand on l'a téléchargé, ça coûtait rien, donc il y avait, sauf si on met les 20 euros. Mais ça veut dire que j'ai des questions et des possibilités d'avoir de la compétence. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, bah, l'entreprise se dit comment je réorganise ça et je structure tout ça pour faire entreprise. Ouais, Et bah, donc, est-ce que demain, dans l'information, ça ne sera pas la même chose? ouais, bah, c'est la même chose. Tu as parlé de ChatGPT qui a été un exemple ultra frappant. Et nous, on disait souvent, il y a quelques années chez Headflex, que le premier réflexe du collaborateur, c'était Google avant son service formation Mm, ou avant le LMS. ouais, Et c'est mm, une réalité. Et moi, le premier, alors que j'ai Headflex dans ma propre entreprise, voilà, ce matin, j'étais encore sur Google en train de chercher des mm, choses et mm, des choses en lien avec la formation. ChatGPT, c'est la même chose. Et donc, du coup, toute notre mission, et c'est pour ça qu'on dit que la formation devient de plus en plus stratégique, c'est de faire comprendre aux collaborateurs que oui, il se forme par lui-même de plus en plus que jamais, plus ouais, qu'il y a ouais, 10 ou 20 ans, où il y a 10 ou exactement. 20 ans, en fait, il attendait vraiment le moment de Mm, formation, où c'était de l'échange entre pairs, à la machine à café ou en mm, présentiel. mm, Là, aujourd'hui, on va chercher des choses, on va être formé, on va pas s'en rendre compte. Et mm, c'est comment on redonne avec l'équipe formation et avec les partenaires qu'ont ces équipes formation, ce message aux collaborateurs de dire, attends, très bien, tu peux aller sur ChatGPT, tu peux aller sur Google, tu peux aller sur YouTube, mais sache que nous, voilà ce qu'on propose qui est génial et qui peut t'aider à aller plus vite, à gagner du temps. Et c'est là où, pour reprendre la main, et tu disais, le collaborateur, est-ce qu'il prend la main? Est-ce qu'au final, il n'est pas au même niveau que son équipe formation? Il peut l'être, mm, sauf si son équipe formation lui fait comprendre qu'avec ce qui est la mis à disposition, ce service formation,
le collaborateur va gagner du temps et va avoir un super outil, va Mm. avoir des super formations. Il va se dire, OK, attends, avant de penser à Google ou à ChatGPT, je vais déjà aller voir ce que fait mon équipe formation. Et Mm. franchement, dit comme ça paraît facile, ça paraît évident. Il y a peu de boîtes qui arrivent. Exactement. Toutes les boîtes, les gens vont d'abord sur ChatGPT ou sur Google. Mm. Mais c'est une réflexion qu'on peut avoir pour le monde de demain dans les services de formation. Oh, parce que sinon, c'est clair et net. Et moi, j'en suis personnellement Mm. convaincu. Les services de formation vont potentiellement disparaître. Et Mm. nous, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce que veulent les gens qui nous écoutent. Parce qu'on veut ce que nous, on travaille avec les équipes de formation. Les équipes de formation, bah, c'est leur job. Et donc, c'est à nous de reprendre la main aussi sur le sujet et de se poser les vraies questions. Et c'est très sécure pour l'apprenant de se dire, au lieu de me débrouiller tout seul, finalement, j'ai une autorité, service formation, le formateur, Et à valider. voilà, qui a validé, absolument. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est une valeur ajoutée. Il y a une autre valeur ajoutée, c'est que si je peux tout faire, finalement, je fais rien. Et donc, celui qui va m'aider à choisir ce que je vais faire, celui qui va me donner l'envie, bah, ça va devenir le service formation. Et donc, beaucoup de gens se disent, avec la pléthore de ce qu'on peut avoir grâce à l'IA, finalement, on aura encore plus besoin du service de formation pour qu'il débroussaille, qu'il fasse des cartographies et qu'il nous donne l'envie, le marketing de la formation. Tu trouves que c'est quelque chose qui est intéressant ou c'est un peu lunaire Non, 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 c'est le marketing de la formation, c'est un sujet aussi. Et en fait, on doit à fond s'inspirer des codes qui fonctionnent dans la vie perso. Et Ouais, certains qui nous exactement. écoutent doivent se dire oui, Mm, oui, c'est évident, ou le font peut-être déjà, mais en fait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on se reconnecte sur Netflix, MyCanal, Amazon, peu importe ce qu'on dit, et sans parler des Netflix de la formation ou autres, que beaucoup ont surfé là-dessus. mm, mm, Aujourd'hui, ça marche parce qu'en fait, à chaque fois qu'on relance l'application, il y a du nouveau contenu sur la page qui s'affiche, du contenu qui est souvent un peu personnalisé. Et donc, du coup, bah, j'ai envie de regarder, potentiellement, j'ai envie de me relancer. Et surtout, il y a derrière un marketing qui est fait où on va m'annoncer ce qui va sortir le mois suivant, on va me donner envie de rester. On va me dire, et c'est le cas de Netflix, bah attends, t'as fini la saison 3, la saison 4, elle sort dans un an. mm, Je reste abonné, du coup, je vais quand même aller voir de temps en temps ce qu'il y a. Et en fait, ce système de saison, moi, je trouve qu'il est pas mal parce que nous, chez Netflix, on s'est ouais, beaucoup posé la question de. Nous, on est une grande bibliothèque de contenu où tu retrouves plein de choses, mm, mais où tu as, pour être honnête, 20% de l'entreprise qui se connecte vraiment. mm, Voilà, on travaille avec Orange, EDF, des grands groupes comme ça. Toute la boîte a accès à la solution. Tu as 20% quand on regarde à la fin de l'année. Et nous, d'ailleurs, on le dit, dès qu'on travaille avec ces boîtes-là, ces entreprises, on sait qu'on n'aura jamais plus. Donc, on mm, va caler un contrat de cette manière. mm, Et en fait, pour réussir à aller en chercher plus, bah, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait créer des saisons, des séries, des très bien. opérations spéciales. Et Mm, justement, une, deux, trois fois par an, selon ce que veut l'entreprise, bah, on va lancer une série sur les mm, RH, une mm, série sur l'IA, une série sur la qualité du lieu de travail, et on va faire un système de saison. Et en fait, exactement. on anime de cette manière la Mm, bibliothèque, et donc il faut penser des choses comme ça mm, avec les outils qu'on a pour marketer et donner envie de se ouais. dire tiens, je vais attendre la prochaine série. Exactement, et fidéliser. Donc c'est vraiment très malin parce que au lieu de voir si le contenu a été absorbé, ce qu'il faut faire et ce qui est indispensable, on se dit qu'est-ce que les gens attendent et qu'est-ce qu'ils n'attendent pas et qui peut les surprendre. Comme effectivement Netflix, c'est ce qu'ils font. Donc une vraie analyse des apprenants, ce qui aujourd'hui c'est un peu, on fait ça en blind test, on fait des trucs en se disant ça devrait marcher, mais et donc après assurer donc ça je trouve ça formidable les saisons parce que c'est vraiment quand on met tout à disposition, ça veut dire qu'on dit aux gens débrouille-toi, on s'occupe pas de toi, on fait pas de la pédagogie. Si on les prend par la main comme ils le font sur toutes les particuliers, Amazon, etc., toutes les plateformes, dans ces cas-là, ben, la formation est dans la société, elle n'est pas hors sol. Ouais, exactement. Donc ça, c'est bravo comme donc ben, n'hésite pas à nous tenir au courant parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent comme ça parce que c'est pas l'histoire de la formation pour le dire clairement et donc ça veut dire qu'il y a des blocages qui sont culturels dessus. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant donc n'hésite pas à en parler parce qu'on est prêt à entendre. Ben, merci. Justement, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, dans la démarche, euh, pour toi, si tu te projettes à une dizaine d'années, la formation, tu dis, c'est un mixte, ça change pas grand-chose, ou il y a vraiment des choses qui vont complètement disrupter le monde de la formation. Non, moi, je pense que si on se projette à 10 ans, donc on sera en 2035, Mm. je pense vraiment que l'intelligence artificielle va avoir tout changé et qu'on aura des assistants, des alors, copilotes, peu importe comment on les appelle aujourd'hui, qui vont être des aides au quotidien. Et moi, je pense qu'il y a des métiers qui vont disparaître dans le monde de la formation, dans le service formation, sans trop faire peur. Enfin, c'est pas du tout mon discours. Encore une fois, j'ai pas envie que tous les services de formation disparaissent. Au Et ça contraire, m'arrange. En tant que président de la FEN, ça m'arrange.
Et ça m'arrange aussi parce que nous, c'est nos clients, donc bien Exactement. évidemment, on n'a aucun intérêt à faire disparaître. Mais je pense que par contre, il y a des métiers qui vont, comme on disait, qui vont se Oui, transformer. Et je pense exactement. qu'il y a des, et on le dit souvent, et pareil, c'est pas bullshit quand on dit ça. L'IA va aider à résoudre des problématiques et libérer des tâches administratives vraiment, je pense, sur les tâches les moins utiles, les équipes formation. Et du coup, cet assistant, euh, je le vois bien, moi, dans le quotidien, être comme quelqu'un à qui on poserait une question sur tiens, j'ai tel besoin, tiens, j'ai le manager de telle équipe qui veut former 10 personnes dans le service informatique sur telle technologie, j'y connais rien. Et Mm, moi, en tant qu'équipe formation, j'aurai ce petit assistant mm, qui m'aidera à aller chercher dans tout ce qu'on a acheté dans l'entreprise mm, très rapidement, à analyser les avis que sont donnés les utilisateurs. Là, aujourd'hui, il faut que je compile des données, enfin, c'est mm, super mm, long et dire bah, en fait ce qu'ils veulent c'est plutôt un cours en ligne parce qu'ils veulent une certification ou mm, ce qu'ils veulent c'est plutôt du module additionnel par rapport au présentiel qu'ils ont eu il y a 4 mois, ils ont besoin d'un renforcement sur ce sujet et je vois très bien ce petit assistant mm, aller faire ce mm, travail de fourmi, aller chercher et potentiellement aller même chercher jusqu'à sur internet les meilleures solutions mm, et me dire à moi, équipe formation, attends, si on n'a rien en catalogue parce que je vois que les gens sont pas contents de ce qu'on mm, a ou on a mm, des trous dans la raquette ici, voilà ce qu'on peut acheter, ça mm, coûte tant, etc. Et mm, je suis convaincu que ça arrivera ça et mm, qu'on aura des extensions au final du métier et mm. du service formation et ça va changer la vie de tout le monde et ça va permettre d'aller beaucoup plus vite et d'apporter une valeur où moi je dis, et je terminerai sur ça, l'équipe formation sera vue, et c'est très positif, comme une sorte de conciergerie où à tout moment on va appeler, et je n'ai jamais fait de site perso, mais je vois ce que c'est un concierge à qui on dirait, tiens, j'ai besoin de ci, de ça, Mm, est-ce que tu peux m'organiser tel ou tel truc? Et je vois mm, qu'avec l'IA, ça va être possible de faire ça. Et du coup, toute la valeur que ça va délivrer fera que la formation sera vue comme quelque chose de super. Là où mm, parfois on se dit, bon, la formation, c'est le truc, c'est la quatrième ou la cinquième roue du carrosse, mm. on verra après. Et ça a été trop souvent ça. Et je pense que ce sera de moins en moins le cas avec tout ce qui se passe en ce moment. Impeccable. Et déjà, Alexa propose, alors je ne l'ai pas testé, mais bon, pour Amazon, bien évidemment, ce type d'outil. C'est-à-dire il suffit de lui dire quand on est dans sa voiture, j'aimerais acheter ça, dis-moi combien ça coûte, etc., pour voir le budget. Je suis d'accord dans la voiture, donc en smartphone, kit main libre, bien évidemment, et il fait l'achat lui-même. Eh ben, c'est incroyable. Et en fait, du coup, bon, après, ça posera plein de questions. Voilà, mais comment pas se faire pirater, etc. Mais en tout cas, on va aller vers ça. Et dans 10 ans, c'est sûr que ça tournera de manière, ça fonctionnera techniquement. Et donc, ce qui est top, c'est quand on voit ce mouvement, tout seul, on ne peut pas l'aborder, ça n'a pas de sens. Il faut trouver des collectifs, des gens qui font des choses, même si ce sont des gens qui sont nuls tous ensemble, mais ça veut dire on devient intelligent, c'est ça l'intelligence collective, mais surtout, on essaye des choses ensemble. Donc, je vous invite à recouvrir, c'est pour ça qu'EdTech France, avec cette évolution qui est importante, je trouve, et une belle évolution sur les projets qui ont été présentés, dans ces cas, n'hésitez pas à y aller, c'est gratuit, donc juste pour voir. Si ça vous plaît, après, vous tissez les liens, vous en faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça vaut la peine de regarder pour vous faire votre idée. Ne restez pas seul, sinon vous allez être largué dans ces mouvements parce que vous tirez votre fil et peut-être que c'est à côté qu'il faut être. Voilà. Donc très très bien. Clément Messelin, merci, c'était formidable. Juste une remarque, tous les gens qui t'ont aimé, s'ils veulent te suivre, quel est ton canal de prédilection? S'ils veulent te Alors, contacter? ouais, sur LinkedIn, vous pouvez me contacter. En général, je réponds. D'accord? Très bien. Et si c'est pour parler d'EdTech France, encore plus avec plaisir dans le sens où Wetflex, bien évidemment, mais Tech France, comme tu le disais, Stéphane se développe bien et là pour de plus en plus créer des ponts et des liens avec le monde de l'entreprise et vous aider, vous, responsables formation, à trouver les pépites facilement dans ce monde qui est parfois un peu complexe de toutes les startups qui peuvent se créer, toutes les innovations. Donc, avec grand plaisir pour LinkedIn et j'en profite. Merci Stéphane pour l'invitation. C'était Alors, top. exact. Alors, juste encore un point, juste avant de clôturer. Tu as dit que tu avais un podcast. Oui, merci Stéphane de faire la Ah, pub. J'adore les podcasts et j'en ai un aussi comme toi. très euh, bien. qui s'appelle le Learning Club, qui est un podcast qui, bah, voilà, une petite centaine d'épisodes bientôt. Ah Donc, oui, c'est beaucoup. ça commence Mm, à faire à faire depuis maintenant 3 ans que j'ai lancé ce podcast et je reçois des directions formation de grands groupes et parfois des startups ou des pépites que moi-même je découvre sur des salons. Et donc, bah, si vous voulez me suivre, c'est disponible sur Spotify, Deezer, toutes les plateformes d'écoute.
Impeccable. Merci beaucoup, c'était passionnant. N'hésitez pas à le recontacter, Clément Messelin, vice-président de EdTech France, et puis aussi fondateur et CEO de EdFlex. Merci beaucoup, Clément. Merci Stéphane et merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt à tous, bye bye.